Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Daniel Belleville du marketing événementiel et je serai votre animateur pour cet événement SAQ Inspire, la Vallée de l'Or de Telmo Rodriguez. Alors, pour commencer, deux petits points avant le déroulement de la dégustation. Premièrement, avant chaque service, je vais nommer le vin qui sera présenté. Aussi, je vous rappelle que vous pouvez mettre sur pause cette dégustation à n'importe quel moment afin d'y aller à votre rythme et poursuivre quand bon vous le semble. Alors maintenant, quoi dire de notre invité d'honneur? Issu d'une grande famille de vignerons et figure emblématique du vin espagnol, il est un grand promoteur du terroir et des cépages indigènes. Je suis choyé d'accueillir celui qu'on surnomme l'enfant terrible du vin espagnol, M. Telmo Rodriguez. M. Rodriguez, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Toujours c'est bien d'être à côté des Québécois. Oui, avec plaisir. Je suis très heureux justement de passer la prochaine heure avec vous. Alors, question de bien commencer à la dégustation virtuelle. Pouvez-vous nous parler d'où vient votre passion pour le vin? Et aussi, je suis très curieux de savoir pourquoi on vous surnomme l'enfant terrible. Bon, moi c'est vrai que je suis issu d'une famille, c'est vrai mes parents, ils ont récupéré un domaine extraordinaire en Rioja. Ça a été ça a été une histoire très belle d'un vieux domaine qui a été récupéré, qu'on a vécu un peu avec beaucoup de passion, l'histoire et aussi le revival, la façon que mes parents ils ont fait pour donner de la vie à des plus beaux domaines de Rioja. Et je pense que ça a été où le feu est rentré dans moi, le feu du vin. Et après, j'ai aussi la chance de pouvoir travailler avec quelques vignerons extraordinaires qui m'ont beaucoup inspiré et que sûrement m'ont inoculé cette passion pour le vin, qui est quand même c'est pas mal. On a la chance d'avoir un très joli monde entre nous. Si je ne me trompe pas, dans vos débuts, vous avez étudié à Bordeaux, n'est-ce pas? Oui, toujours, voilà. Donc, moi, je suis basque d'origine, c'est-à-dire de la frontière. Et Rioja a eu un grand lien avec Bordeaux depuis le 17e, 18e siècle. Et c'est normal, on est à 4 heures de route. Alors, Oui. c'est normal que les énologues, voilà, on allait à Bordeaux quand même. Bordeaux, ça a été une région qui nous a beaucoup inspiré, bien sûr. Excellent. Et puis, ben justement, votre surnom, l'enfant terrible, est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu plus des origines de ce surnom? Bon, je rigole parce que c'est vrai qu'on continue à appeler l'enfant terrible et j'ai 62 ans. Alors, vous imaginez que je rigole parce que c'est vrai, c'est un peu ridicule. Mais bon, c'est vrai que j'ai mes 30 ans dans le marché, dans la vigne, surtout dans un pays comme l'Espagne qui était assez industriel, qui n'avait pas beaucoup de jeunes comme moi avec les cheveux longs, comme tu dis. Oui. Et je faisais du surf, je faisais de la voile, je m'éclatais dans le vin. Alors voilà, ça n'a pas été compliqué parce que je dois dire, j'étais dans un monde assez ennuyant, comme je dis, des gérants des caves et moi j'étais vigneron. Alors voilà, c'était une approche complètement différente au vin. Et voilà, c'était facile de me considérer terrible. Bon, c'est vrai que c'était facile d'être terrible, en Vous avez fait. brisé un peu le moule du vigneron traditionnel espagnol. Non, je dois dire que l'Espagne, vous savez, c'est un pays, c'est le plus grand vignoble au monde, Mhm. mais jamais vraiment à rentrer dans le monde des grands vins. L'Espagne, et d'ailleurs, moi, quand je vois la SAQ, dans tous les monopoles, l'Espagne, c'est le fournisseur de vins pas chers. Et ça, malheureusement, c'est l'étiquette qui nous a mis parce on avait des maisons industrielles. Et Mhm. moi, je représente le changement entre ce monde, que moi, je pense qu'il n'était pas très intéressant, avec un monde qui est beaucoup plus intéressant, qui va révéler un pays avec des vignobles extraordinaires. Vous savez, on est le pays le plus complexe de l'Europe. Alors voilà, c'est pour ça que c'est joli ce changement. Et maintenant, je suis prêt à lutter avec vous et démontrer aux clients de la SAQ qu'il y a beaucoup d'excitation qui vivent un peu en Espagne. Et je pense qu'aujourd'hui, on va déguster des très jolis vins. Tous ensemble. Et Ben, non, j'allais justement dire, ça m'emmène vers ma prochaine question. Je veux dire, maintenant, on a appris un petit peu plus sur vous, vos origines, mais on voulait savoir un petit peu plus, vous me parlez de vos vins.
Vous avez quand même des vignes partout à travers l'Espagne. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le style de vos vins? Est-ce qu'il y a un style en particulier que vous recherchez? Si vous pouvez nous parler en général de vos vins qui viennent de partout à travers l'Espagne. Bon, d'abord, je dois dire, l'Espagne est très grande. Je ne pourrais pas, même avec 200 ans, de faire un peu tous les vins à travers l'Espagne. Mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi on me met aussi cette étiquette. C'est vrai, j'étais gourmand et j'étais un espèce de voyageur. Et c'est OK. vrai, quand je suis revenu en Espagne, après avoir été à Bordeaux, dans la Réunion, avoir beaucoup voyagé en France, je me suis rendu compte que l'Espagne, il y avait beaucoup de choses à découvrir. Et c'était ça ma grande opportunité parce que j'ai découvert des vignobles abandonnés qui étaient extraordinaires. C'était des grands crus, c'était des vignes, les plus belles vignes que j'avais jamais vues, c'était des vignes en Espagne. Je n'avais pas besoin d'aller ailleurs. Et c'est vrai que j'étais gourmand parce que jamais j'avais pensé de faire autant de vin, mais je ne fais pas autant de vin. Et ça, j'insiste beaucoup, je suis un petit vigneron. Si Mhm. vous allez voir les vins qu'on va goûter aujourd'hui, c'est des vins que je fais à peine 1000, 2000 bouteilles, 800 bouteilles. Et moi j'ai eu l'ambition d'être petit. Et parce que je pense que l'Espagne devait commencer à avoir des vignerons, des petits vignerons pour vraiment expliquer ces lieux exceptionnels, petits, des vignobles. Et voilà, et c'est vrai que, bon, je dois dire qu'en 30 ans, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des paysages extraordinaires. Vous savez, on a des montagnes, on a des vallées, on a des rivières. Et là, on va goûter aujourd'hui les vins de Galice. La Mhm. Galice, c'est une petite région de l'Espagne, au nord-ouest, Oui. sur le Portugal et entouré de mer. Et pour voir un peu la complexité de notre pays, la Galice, il y a plus de biodiversité que dans toute la France. Alors, OK. imaginez la quantité des terroirs, des goûts, de vent. Alors, c'est pour ça que l'Espagne, c'est un pays à découvrir. Et je pense que c'est très bien que vous me donnez l'opportunité de découvrir une partie de cette Espagne et sûrement de faire un peu, de rentrer un peu cette espèce de curiosité à vos Nos consommateurs, participants, oui. de découvrir un pays qui est pas connu, mais qui est extraordinaire. C'est une très belle opportunité. Ben justement, vous avez un grand respect pour le terroir. Vous parlez avec passion justement de l'Espagne et de nous dire comme de quoi que, il y a des vignes et des terroirs partout à travers le pays, du nord au sud, d'est en ouest. Alors, on parle beaucoup de changements climatiques. Alors, pour vous, est-ce que vous vivez ces changements climatiques-là à travers l'Espagne, à travers les différentes régions que vous exploitez justement? Oui, c'est vrai qu'on est, voilà, regardez, vous avez vu les nouvelles de l'Espagne qu'il y a eu il y a quelques 2 semaines, un, un drame avec l'eau, avec les effets d'un climat qui est déchaîné. C'est Mhm. vrai que voilà, on ne doit pas être très scientifique pour se rendre compte qu'il y a des choses qui changent. Euh, Moi, j'avoue que j'étais dans le Levant de l'Espagne, la partie sud, et j'ai vu des amandiers qui séchaient. Et alors, OK. ça m'a fait réagir il y a quand même presque 20 ans. Et je me suis dit que l'eau allait être un problème. Et d'ailleurs, j'ai décidé de devenir un vigneron du nord-ouest de l'Espagne. J'aime bien d'être à côté de la mer, j'aime bien les climats atlantiques, j'aime bien les climats qu'on a de vent du nord, de vent froid et de la pluie. Mhm. Et je pense qu'il y a 20 ans déjà, j'ai décidé de réagir au changement climatique en allant dans des montagnes. Moi, j'ai presque tous mes vignobles sont en altitude, depuis OK. 600, 1000, 800, 500 mètres. Et aussi, vous allez voir aujourd'hui, on va goûter des vins qu'aussi on est dans des orientations plus ouest, nord-ouest, nord. Et voilà, ça a été mon stratégie. Je pense que j'avais raison. Et aujourd'hui, ben, je suis très content d'avoir des vignobles, voilà, que pour l'instant, on doit attendre pour les maturités, mais on a des raisins qui sont très frais, très, voilà, mais c'est vrai, pour moi, j'ai des soucis pour mes collègues. Et c'est pas qu'en Espagne. Vous voyez, cette année, à Châteauneuf-du-Pape,
en Banque de Venise, on a eu des raisins secs par, Ouais. par la sécheresse. C'est vrai que bon, ça me fait beaucoup de peine des vignobles historiques qui commencent à avoir des soucis avec l'eau et avec la chaleur. C'est pas marrant. Mhm. Ben justement, vous parlez de la région nord-ouest et de la Galice. Alors, je pense que les gens à la maison ont bien hâte de déguster les vins. Et justement, ça nous amène au coffret que nous avons aujourd'hui, qui présente trois vins de la Galice, en commençant par le premier vin qui est le Branco Santa Cruz 2021. Alors, on a parlé un petit peu de la Galice, mais on serait curieux, est-ce que vous pouvez justement en parler en parlant du vin et de nous parler de cette cuvée? Est-ce que vous pouvez nous parler de la cuvée directement en lien avec la Galice? Est-ce que le terroir apporte à ce vin-là et les particularités? J'ai commencé en Galice au début des années 2000, et justement cherchant encore des terroirs un peu oubliés, extraordinaires, un peu, oui, un peu libres, non? Moi, je suis arrivé Mhm. dans cette Galice. La Galice est très connue par les vins qui sont à côté de la mer. Sûrement, vous êtes, tout le monde est familiarisé avec la Rias Baixas, le raisin Alvarinho. C'est des vins de la mer. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une Galice très peu connue, Mhm. très excitante parce que c'était la vraie Galice ancienne. C'était, pour avoir une idée, ma Galice, c'est une Galice où on a la plus grande concentration d'églises et des bâtiments romaniques de l'Europe. Et il y a beaucoup de monastères, il y a beaucoup d'églises. Et pour moi, ça me donnait déjà cette idée des moines qui étaient cultivés, qui étaient toujours très près des bons vignobles. Alors moi, j'ai rentré dans ce monde de la Galice intérieure, avec un mélange de atlantique et continental. Et j'ai trouvé vraiment des vallées et des terroirs d'une belle beauté. J'ai vu que vous étiez la vallée de l'or de Telmo Rodriguez. C'est vrai Mhm. que Valdeorras, ça veut dire vallée de l'or. Et en fait, il y avait les Romains, il y a 2000 ans, qui avaient Oui. des mines d'or. Il y avait des mines d'or et aussi étaient très gourmands et amenaient le vin de Valdeorras à Rome et OK. à l'empereur. Et c'était un des vins de l'Empire romain. Et moi, tous ces éléments d'histoire, de beauté, ça m'inspire beaucoup. Et j'ai voulu montrer aussi la richesse des cépages. Quelque chose d'extraordinaire en Galice. On a, je ne vais pas dire des centaines, mais on a beaucoup, beaucoup de cépages différents. Et dans Mhm. un monde qui est très dominé par quelques cépages qu'on connaît, le Cabernet, le Merlot, le Sauvignon, le Chardonnay, moi, je pense que nous, on a vraiment des petits bijoux et que les gens adorent découvrir. Moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de découvrir un cépage historique, un, un terroir méconnu mais mystérieux. Moi, je pense que le mystère, nous, aujourd'hui, on va ouvrir des vins mystérieux. Je Ouais. vais vous faire découvrir quelques des vignes, des parcelles des plus belles que j'ai vues. Moi, j'ai traversé le Mont-Rachet, j'ai traversé le Champagne, le Jura, la Loire, la vallée du Rhône. Mais je dois dire, ces vignobles-là sont quelques des plus beaux vignobles de la planète. Et le vin, vous savez que c'est un peu doit expliquer le terroir et le paysage. Et Ouais. aujourd'hui, on va découvrir un paysage très insolite. Ben, Et c'est ça l'émotion du vin. j'allais dire, plus tôt aujourd'hui, lorsqu'on s'est parlé, vous m'avez parlé comme de quoi que le Santa Cruz, ça vient justement d'un village du Santa Cruz. Donc, pour le premier vin de la soirée, ou je dirais pas de la soirée, on est quand même à matinée et pour vous à la maison, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet enregistrement, mais pour notre premier vin de la dégustation, qu'est-ce que vous pouvez dire de Santa Cruz, mais aussi ensuite nous parler du vin en tant que tel, les caractéristiques, les cépages, les accords. Bon, bon, déjà, de dire que mon vin, il s'appelle comme le village de Santa Cruz. Alors, c'est le Branco de Santa Cruz, ça veut dire en galicien, Branco, c'est blanc, et c'est le Mhm. blanc du village de Santa Cruz. Santa Cruz, c'est un village très intéressant qui est traversé par la rivière Bibey, Bibey qui va sur le Chili, et c'est vraiment des parcelles en granit
Mhm, mhm. très, vraiment, c'est des coteaux vraiment assez radicales, compliqués. Quand je traverse les lignes, bah, j'ai peur de tomber parce que c'est assez vertigineux. C'est Et c'est hasardeux. des oui, bah, oui, c'est bon. Imaginez, même si moi, en marchant, c'est dangereux, imaginez descendre de la vigne avec, dans la tête, 20 kilos de raisin ou 30 kilos de Ouais. raisin. Oui, c'est assez, il faut être assez costaud, il faut avoir un peu, il faut être bon, quoi. Et c'est vrai, c'est des vignes en granit. C'est OK. des vignes en granit. Et comme je disais, c'est un granit décomposé, très joli, des très beaux sables de granit. Et comme je disais, ici, bon, surtout, on a le Godello, on a un peu de Treixadura, Dona Branca. euh, voilà, déjà, c'est la coplantation. Je vous parle d'un Mhm. élément très ancien, sûrement l'expression la plus ancienne dans la viticulture du Vieux Monde, c'est la coplantation. Et la coplantation, ça veut dire des vignobles qui sont mélangés les cépages. Oui. Alors, c'est très joli. À l'automne, on voit des différentes couleurs. Et cette idée qu'il y avait les anciens de toujours mélanger des cépages pour toujours garantir la vendange. Parce que OK. c'était des raisins qui avaient des différents moments de floraison. Alors, si il y a un moment, il y avait la pluie, bah, il y avait des cépages qui allaient mûrir plus tard. Alors, on allait assurer la production et avoir du vin. Parce que vous savez qu'en Galice, le vin, c'était comme le pain, c'était un aliment. Et tout le monde, tous les vignerons, même pas que les vignerons, même la famille qui avaient des bêtes dans la montagne, ils descendaient toujours dans les villes parce qu'ils devaient faire le vin pour fournir pendant l'année. Et c'était, comment on dit ça, l'autoconsommation, c'était la consommation, Ouais, l'autosuffisance, justement, une consommation. l'autosuffisance. Ouais, c'est ça, c'est une consommation locale. C'est pour ça Exact. qu'on a tous les vignes. Il y a, on appelle les lagares, il y a des petits bâtiments Mhm. où la famille venait pendant la vendange, ils dormaient dans le premier étage, le OK. sous-sol avait les foudres, il y avait pour fermenter et pour garder les vins. C'est vraiment un monde ancien, un monde pour moi c'est très inspirant et voilà, je vous invite à visiter Valdeorras, que c'est vraiment, vous allez être étonné de la beauté de ces endroits. Il faut définitivement aller faire un tour, puis probablement encore plus en hiver pour des fois peut-être échapper un petit peu plus de nos hivers québécois, mais aussi parce que si on y va en été, il risque de faire très, très chaud, j'imagine, dans cette région. Oui, Valdeorras, c'est très marrant parce que, comme je vous dis, on a cette influence de la mer, mais en même Mhm. temps, on dit qu'en été, c'est un des vignobles les plus chauds de l'Espagne, mais c'est un peu comme à Cornas, que j'adore. C'est moi, un de mes vignobles favoris de la France, c'est la vallée du Rhône-Nord. Et à Cornas, vous allez le mois d'août et voilà, vous pouvez faire un œuf frit sur une pierre. C'est vraiment, et c'est comme beaucoup de vignobles, voilà, on a Donc, besoin de. on vous visite en hiver. On vous visite en hiver, justement, échapper de nos hivers. Alors, justement, vous nous parliez des différents cépages qu'il y a dans la région de la Galice. Alors, en revenant dans le verre et le vin en question, le Branco Santa Cruz 2021, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce vin? C'est quoi les différents cépages? Parlons des arômes en bouche et à la fin, peut-être un petit peu les accords qui viennent avec, qui peuvent aller très bien avec ce vin-là. Oui, comme je disais, tout mon travail, ça a été vraiment de récupérer des arômes, des éléments qui étaient d'un grand potentiel. Et surtout, moi, je crois que les vins doivent être surtout très particuliers et très uniques. Moi, Mhm. j'aime bien l'idée du consommateur, de l'amateur éclairé qui cherche à trouver des goûts, des arômes. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé dans les années 2000 à Valdeorras, il y avait un cépage qui était à peine connu, que c'était le Godello. Oui. Et surtout, ce vin est bien basé sur le cépage Godello. Un cépage qui est très rond, qui est très gras, qu'on voit des fleurs blanches. Et comme je disais, en Galice, surtout les spécialités ou l'histoire, ou Mhm. un peu la culture de la Galice est liée à la coplantation, on trouve avec ce cépage du Treixadura, un peu de Dona Branca, même de Palomino, que, même si je dois dire que c'est un cépage qui a été planté après la phylloxéra,
parce que la phylloxéra, ça a été un peu un drame aussi en Galice, parce que ça a détruit pas mal de vignobles. Oui, Mais comme je disais, en plus, la beauté de Branco Santa Cruz, ou la beauté, l'intérêt, c'est que je donnais le nom d'un village, parce que cette appellation, on ne la connaît pas très bien, mais je parle des villages. Moi, j'aime bien l'idée de village. Alors, Santa Cruz est un village clé dans l'appellation Valdeorras et surtout ça dans l'aide à situer le vin et faire comprendre justement à la personne qui déguste un petit peu plus sur la personnalité du vin en décrivant un petit peu plus d'où sont les spécificités de la région et le village. Voilà, mais c'est ça. Alors, moi, je pense que Santa Cruz, c'est un village qui est très intéressant. Ce sont les versants qui vont, les coteaux qui vont vers la rivière Bibey. Alors, il y a beaucoup de différents. Il y a une altitude entre 400 et 600 mètres. On a OK. tous les vignes sont en granit. Comme je disais, il y a des différentes orientations. Et le mélange de cépages est très intéressant. Le Godello avec Treixadura qui apporte un peu de cette espèce de le noyau un peu acide du vin, parce que c'est des vins très frais. Il y a la rondeur du Godello. Le Treixadura va donner cette espèce de structure un peu acide. Et après, on a des cépages classiques comme Dona Branca, un cépage très rare, que personne n'en parle. Et après, bon, on a décidé d'ajouter un peu de Palomino, que c'est un cépage qui a été là depuis 100 ans, c'est pas beaucoup, mais bon, on pense que ça fait partie de la culture ou de l'histoire du changement du vignoble. Et je pense que c'est un très joli exemple d'un vin de village, d'un vin qui explique un peu les caractéristiques de ces villages très uniques qui est dans le Obolo, à côté de Acermitas. Et bon, moi je crois que c'est des vins gastronomiques, des vins gourmands. C'est vrai que toujours, vous savez qu'en Espagne, on buvait des vins rouges avec le poisson. Moi, je Mhm. pense que on est en pleine Galice et je crois que l'acidité de Santa Cruz avec la pieuvre, c'était très typique en Galice. Mais je crois qu'avec tous ces poissons, même des fruits de mer et même les écrevisses et un peu les gambas, non? Que c'est un peu les shrimp. Oui, oui. Des vins, Crevette. des crevettes, c'est des vins qui vont très bien à l'acidité avec ces viandes un peu des fruits de mer qui ont beaucoup de goût, un peu iodés. Et bien sûr, les gros poissons de la Ouais. Galice, hein, qui Je, sont. Ouais. je crois que vous êtes versé un verre, justement, si on le dégustait ensemble, si vous pouvez nous parler un petit peu plus des arômes. Oui, moi quand je dis, hein, c'est les arômes. Moi, vous savez, moi, j'ai très peur toujours de faire des dégustations pour dire aux gens à quoi ça sent le vin, parce que je crois que chaque palais doit Oui, sentir la personnalité du vin. Moi, j'ai horreur de dire, écoutez, sentez parce que ça sent la peau d'orange ou ça sent la fleur d'acacia ou même des choses que vous ne connaissez même pas. Mais bon, oui, moi quand je dis, moi, ce vin, je pense que c'est un bon exemple de nos vins de Valdeorras parce qu'il y a le gras. Moi j'aime bien d'expliquer que le Godello est exotique. Vous Mhm. avez le gras, vous avez les fleurs blanches, mais en même temps, vous avez les pêches de la vigne. Et moi, je sens les pêches de la vigne Mm. quand c'est des années mûres. Il faut dire que le 21, ça a été un millésime euh, assez. Pendant l'année, on a eu un climat assez doux. C'est vrai qu'on a eu tout d'un coup un coup de chaleur le mois d'août. OK. Après, on a eu quelques pluies en septembre. Et alors, on a ramassé assez tôt et on a des vins qui, je pense, sont extrêmement frais, extrêmement fruités. Et je pense que c'est Santa Cruz 21. Je pense que c'est un très joli millésime pour boire d'ici à 2 ans, 3 ans. Moi, c'est un vin, le 21, je le bois volontiers aujourd'hui au dîner chez moi. Et voilà, c'est un bon exemple de la Galice intérieure, cette Galice qui est très, très exotique parce qu'il faut dire que le paysage de Santa Cruz, c'est très marrant parce que vous avez les coteaux, parce qu'on va goûter après des deux vins qui ont des différentes orientations, Oui. les coteaux qui regardent vers le nord, ils ont
ils ont exposé sud, ils ont des chênes verts, ils ont toutes des espèces un peu assez, il faut dire, méditerranéennes. Alors, il OK. y a ces côtés on sent même le thym, un peu le romarin, parce que vraiment, c'est des odeurs un peu même huilées. Et dans le même endroit, les coteaux qui regardent vers le nord, vers le nord-ouest, vous avez des châtaigniers et des fougères. Alors OK. imaginez la beauté d'un lieu que vous avez au même endroit, vous avez deux climats et deux paysages complètement différents et des arbres Différent, différents. ouais. Et c'est ça que moi j'adore. Moi toujours j'étais, même quand je voyais avant qu'on était un peu terrible, moi j'ai toujours aimé les extrêmes. J'ai beaucoup aimé les endroits où la vie lutte pour survivre. C'est ce mélange de climat, de, de tempêtes. Et moi je pense que dans les tempêtes et dans ces climats un peu qui font un crash, non? C'est Ouais, là où des apparaissent contrastes. les goûts les plus originaux, les plus rares, les plus vivants. Et voilà, c'est pour ça que moi, toujours, j'ai cherché des vignobles d'extrême, des vignobles qu'il faut lutter. Et les vignobles, en fait, qui ne sont pas faciles. Ouais. À la fin, Ben, dans la facilité, ce n'est pas les grands vins qui naissent dans la facilité. Moi, nos vins ne sont pas irrigués, ils sont durs à travailler, sont extrêmes, mais je pense que c'est très intéressant et très important d'avoir cette idée que ouais. vraiment, pour faire des grands vins, il faut lutter, il faut travailler dur, et c'est jamais la facilité. C'est comme avec les enfants, c'est exactement pareil. Ben, On est dans merci la beaucoup, justement. facilité, ben voilà, il faut les faire un peu, ils travaillent un Ouais. peu. Ben, merci beaucoup, justement, pour la description de ce premier vin. Justement, on va pouvoir continuer à parler de la Galice lors des deux prochains vins. Je voulais savoir, vous êtes clairement une personne passionnée, puis vous aimez transmettre vos connaissances, ça se voit sur l'écran. Alors, pour vous, transmettre vos connaissances aux prochaines générations, pouvez-vous nous parler de votre relation, justement, avec les jeunes vignerons espagnols? Oui, c'est marrant que vous me demandez ça parce que c'est quelque chose qui est assez. Bon, déjà, comme je vous disais, moi, j'arrive un peu à la fin de ma carrière. J'ai passé 30 ans, j'ai 62 ans, j'ai des vignes, j'ai des enfants qui commencent à travailler dans le vin. Alors, j'ai un peu l'impression que c'est le moment d'aider. Et c'est vrai qu'en plus, parce qu'on est dans un moment de l'Espagne qui est très important, aider les jeunes, parce qu'il y Mhm. a une nouvelle génération qui vont changer complètement l'Espagne. Et justement, comme je vous disais, on est passé d'un monde industriel un peu gris, un peu intéressant, qu'on faisait des millions de bouteilles sans goût, on passe à une Espagne que tout est goût. Mais pour cela, il faut pousser, il faut aider. C'est pas facile quand on est jeune. Il y a Ouais, tellement de papiers, tellement de problèmes. Et connaître des importateurs, connaître les pays où il y a un monopole, que c'est pas facile. Si vous faites 3000 bouteilles d'arrivée, je pense qu'on doit les aider. Et moi, pour moi, depuis quelques années, j'ai décidé qu'il fallait aider aux autres. Et c'est vrai qu'à Remeyuri, j'ai commencé un projet qui s'appelle l'Indes de Remeyuri, qui est très important parce que j'ai aidé à 25 familles à être meilleurs vignerons, à faire mieux les choses, à vouloir faire mieux, que c'était ouais, important, et faire les vins meilleurs. Et surtout, depuis 5 ans, j'ai commencé comme on dit aujourd'hui, une start-up ou ouais. incubatrice, je ne sais pas comment dire, une incubadora en espagnol. Et alors, j'ai décidé d'aider au village de la Bastida, par exemple, pour commencer, aider 5 fils de vignerons qui étaient dans la vigne, qui OK. vendaient leurs raisins, qui n'avaient pas la capacité, ni l'opportunité, ni les moyens de faire de vin. Je leur ai proposé d'écouter, je vais vous aider, mais vous allez devenir les meilleurs vignerons et les meilleurs vins du village. Et la seule chose que je vous demande, c'est travailler bien 2000 kilos de raisin de votre famille, prenez le meilleur et on va s'éclater, on va faire des grands vins et vous allez devenir des grands vignerons et vous allez pouvoir développer votre carrière, acheter des vignes, parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, ils n'ont pas la capacité d'acheter des vignes. Mhm. Et c'est pour ça que, bon, c'est vrai que je suis rentré dans un monde qui m'excite beaucoup, que j'aime beaucoup, qui me donne, que j'apprends beaucoup, parce que j'apprends beaucoup avec les jeunes, avec leurs ambitions et leurs doutes. Et c'est vrai que j'aimerais bien finir
ma carrière en étant quelqu'un qui aide 5, 10, 20, 30, 40, 50. Et d'ailleurs, on a créé une association qui s'appelle Futuro Viñador. Futuro Viñador, ça veut dire en espagnol l'avenir vigneron, pour ainsi Ouais, dire. exactement, ouais. Les Et, vignerons du et futur. voilà, je suis très heureux, ça me donne beaucoup d'énergie et ça me remplit de joie. Même quand si j'ai fait un jour des bons vins, bah, c'est encore beaucoup plus joli d'aider les autres et Ouais. aider à faire des bons vins. Et voilà, c'est vrai que c'est une partie de mon cerveau qui se développe et que j'aime beaucoup et que C'est très souvent stimulant. je m'étonne, Ouais. je m'étonne, mais Ben, c'est très bien. écoutez, c'est très inspirant. Justement, ça nous amène à savoir que le futur des vins espagnols est entre bonnes mains et puis justement qu'on va pouvoir s'attendre à de très belles choses encore de l'Espagne et qu'il y a une belle relève justement qui s'en vient. Oui, mais une chose, l'avenir de l'Espagne n'est pas entre mes mains et même pas entre vos mains, c'est entre les personnes qui nous écoutent et qui goûtent les vins. C'est Ouais. le consommateur en étant original, aventurier et généreux qui vont aider ces jeunes à devenir des vrais vignerons. C'est pour ça que je dis, écoutez, comme disait Émile Peynot, vous savez, le père de l'énologie moderne, disait, écoutez, le vin n'est pas fait par nous, c'est fait par vous, les Mm. consommateurs. Notre Alors, curiosité et notre audace de goûter à voilà, différents vins. Mm. soyez curieux, aidez les jeunes, aidez les grands vins parce que c'est très joli. Vous allez donner de la vie aux plus beaux vignobles de notre pays. C'est très chouette. Alors justement, ça nous amenait vers une belle transition vers la dégustation de notre deuxième vin, le Las Carbocas 2021. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette cuvée, le millésime? Plutôt, on parlait du millésime 2021 et comment ça a influencé le vin blanc. Alors maintenant, on est rendu au vin rouge. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette cuvée et le millésime 2021? Oui, bon, alors, à Scaborcas, on rentre dans un autre monde. Comme je Oui, disais, euh, le Branco Santa Cruz est un vin de village. Et OK. d'ailleurs, sur l'étiquette, c'est marqué Viñedo de Galicia. Ici, si vous regardez bien, il y a Gran Viñedo de Galicia, c'est-à-dire nous, on n'a pas d'appellation, on n'a pas de hiérarchie comme en Bourgogne, à Bordeaux. Alors, c'est nous qui faisons la hiérarchie. Alors, Mhm. moi, en cherchant des vignobles extraordinaires, j'ai très bien séparé les vins de village et les vins de grands vignobles, de grands crus. Mhm. Alors, ça, c'est Gran Viñedo de Galicia. Hein. C'est vrai que nous, on n'est pas des vignerons frivoles quand on arrive et on met formule pour faire un grand vin. On met du temps. Moi, j'ai mis 10 ans à faire le Ascaborcas. Et c'est vrai que l'Ascaborcas, ça a été l'émotion d'avoir trouvé, une parcelle exceptionnelle d'un vigneron qui s'appelle Pepe. Et c'est lui qui faisait le raisin vraiment dans une parcelle qui était vraiment un coteau orienté vers l'ouest, le nord-ouest. Impossible de travailler avec une machine, même pas avec un cheval. Alors, il OK. fallait faire tout à la main. Et, et, hum, et j'ai voulu, d'ailleurs, je disais que si vous avez mon Instagram, c'est Telmo Vinos, et il y a une photo très jolie que je descends vers ce vignoble-là et on voit une espèce de montagne incroyable, un coteau qui est avec plein de rochers de granit, avec des cépages différents. C'est vraiment incroyable. Et On moi, va justement, je vais justement, après l'enregistrement, je vais aller voir, je vais aller voir votre compte Instagram. non, vous allez voir. Et c'est très joli. Et moi, quand j'ai vu ce vignoble, et j'ai vu un vigneron qui travaillait comme il y a 100 ans, je me suis dit, bah, c'est le moment de faire ou d'essayer de faire un grand vin. Mhm. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais prendre la vigne, je vais la vendanger, je vais sélectionner un peu, mais je vais tout mettre dans une bouteille et je veux voir ce que ça donne. Oui. Et pour moi, ça a été la découverte d'un vin extraordinaire. C'est vrai que c'était rare, c'était unique, c'est vrai que c'est rien à tout. Et c'était le vrai goût, sûrement qu'après on a suivi, on a essayé d'améliorer, d'arrondir, d'embellir. Mais c'était vraiment c'était mettre une très belle vigne dans une bouteille. Et d'ailleurs, c'est une vigne d'à peine 2 hectares. Et OK. on fait, je sais pas, j'ai pas de mes, je crois, je vais voir je pense qu'on fait 1800 bouteilles. Je ne Ah vois ouais, même pas. c'est une très petite production, là. On parle ici d'une très petite production. Voilà. Mais comme tous les grands vins, c'est petit. C'est pour ça qu'il y a très peu.
Et je suis très fier de pouvoir envoyer quelques bouteilles. J'allais dire merci beaucoup justement Et de vous? votre générosité de nous envoyer ces bouteilles-là aujourd'hui pour nous et pour les gens à la maison qui nous écoutent. Non, mais je dois dire que je suis très fier parce que j'ai les acheteurs de la SAQ, même de Liquor Board, qui me demandent, parce que vous savez que nous, normalement, et c'est très joli quand les nouveaux acheteurs me disent, écoutez, je sais que tu as très peu de vin, mais on voudrait en avoir un peu. Alors, j'avoue que je suis très fier d'envoyer quelques bouteilles. Je ne peux pas envoyer beaucoup parce que c'est vrai, tous ces vins sont vendus une fois par an en allocation et c'est vraiment des vins d'amateurs. Alors, Ascaborcas, encore, c'est un vin de mélange, c'est un vin coplanté. D'ailleurs, il y a quelques raisins de Ascaborcas qui font le Branco de Santa Cruz. Mais bon, maintenant, on commence avec tous les cépages rouges de la Mhm. Galice. OK. Este, Mencía, Merenzau, Sauzón. Je pense que j'ai ici tous les noms, parce qu'il y a même des noms que sont durs à se rappeler. Hein. L'avantage, c'est que les gens qui nous écoutent, on a un carnet virtuel qui leur sont fournis et puis Voilà, voilà. ils ont la La Mencía, description voilà. sous justement la vidéo YouTube. Il va y avoir un lien il va les amener justement vers la description et la fiche descriptive de chacun des vins et ils pourront aussi aller voir sur SAQ.com. Donc, l'avantage, parce que comme vous dites, des fois, ça peut être un petit peu plus complexe avec tous les cépages, tout dépendant l'année courant. Non, mais alors voilà, encore cette idée très belle d'un jardin de cépages, non? D'un jardin des cépages Ouais. autochtones. On travaille qu'avec des cépages autochtones. Comme je disais avant, pendant la phylloxéra, il y a un changement parce que voilà, les gens ils ont fait venir de l'Alicante, que c'était pas très autochtone, mais bon, il a voyagé il y a 100 ans. Et voilà, et c'est des vins. Quand les gens ils ont en tête les vins espagnols qui sont boisés, qui sont chauds, bah, on découvre un monde différent. Ça, Ouais. c'est un vin souvent avec mes amis, quand je fais une dégustation à l'aveugle, ils me disent: «Ah, ça c'est un Saint-Joseph ou c'est c'est un Cornas ou c'est un Sierra du Nord parce que ou c'est un Cabernet Franc», parce qu'ils ont même pas l'idée que c'est un vin aussi espagnol qui a été là depuis des siècles, Ben, je mais dois que vous nous dire, on je trouve a. ça, justement, Oui, c'est très unique. Ça fait maintenant 15 ans que je travaille à l'SAQ. Oui, je suis en événementiel, mais justement, mon métier m'a permis de déguster beaucoup de vins depuis les derniers 15 ans. Puis je dois avouer que les arômes et le bouquet est assez unique. Puis je l'apprécie beaucoup. Je l'aime vraiment là, beaucoup. Puis j'apprends aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose d'unique que j'ai jamais vraiment eu la chance de déguster ou sentir avant. Je trouve ça quand même très particulier et très bien. oui, vous voyez qu'il y a il y a les cassis, la myrtille, c'est la violette, c'est des goûts très frais, Mm. c'est même le foin coupé, oui, c'est des goûts très de la Galice, du nord de l'Espagne, et très frais, et qui nous expliquent que l'Espagne, c'est un pays Mm. complexe, qu'il y a de tout. Hein. C'est vrai que pour moi, un peu comme vigneron qui est né comme vigneron dans un vignoble historique de Rioja, Mhm. arriver en Galice et voir tous ces arômes, tous ces goûts, toute cette fraîcheur, c'est quelque chose. Et en plus, aujourd'hui, c'est très à la mode. Moi, je pense que je ne vais pas dire à la mode, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de vins fluides, de vins qui sont frais, des Mhm. vins qu'on peut boire facilement une bouteille. Et voilà, c'est des vins avec des fromages, même avec des, des viandes fraîches, non, et même du poisson. Moi c'est un vin que même avec un poisson très gras, moi j'aime Ouais. bien boire un peu d'ascaborca. C'est pour ça que j'insiste un peu dans la gastronomie. Vous savez que la gastronomie en Galice, on a la chance d'avoir quelques des meilleurs poissons qu'on puisse trouver au monde parce que c'est des eaux très fraîches et c'est des vallées qui rentrent, il y a la Rias, il y a il y a des fruits de mer, il y a Ben, incroyables. Et moi, souvent, j'aime bien, je vous disais avant la pieuvre, qu'on pouvait en boire du Branco Santa Cruz et pourquoi pas avec le Ascaborcas, pouvoir déguster, manger de la pieuvre ou même des poissons avec des viandes
un peu grasse, non? Ben, c'est ça, j'avoue me poser la question. Vous parlez de poissons. On est quand même très choyé d'avoir beaucoup de très bonnes poissonneries ici au Québec. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des poissons en particulier que vous suggérez justement qu'on pourrait peut-être avoir ici? Moi, je sais pas quels sont vos poissons les plus populaires, hein, mais moi, je pense avec un turbo ou même avec une raie. Moi, j'aime bien une raie avec un peu On est avec capable une de trouver ici du ray et du turbo, définitivement. du code. Moi, je pense que mais vous avez la chance, comme nous, d'avoir des poissons d'eau froide. Et les Mhm, poissons d'eau froide, ils ont une viande euh, très concentrée, avec une vraie texture de, de viande de poisson d'eau froide et même des crabes. Alors, moi, je pense que ça doit aller très, très bien avec les meilleurs poissons de votre mer. Hmm. excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup justement pour toutes ces informations-là. On va aller au marché local le plus rapidement possible pour aller justement nous faire nos emplettes pour aller avec les vins ce week-end. Donc, ben, je vous écoute, puis vous êtes définitivement, depuis le début, vous parlez avec vos projets avec les jeunes, vous parlez que vous voyagez, que vous explorez le terroir, que vous avez quand même beaucoup de vignobles et vous êtes très passionné avec vos vins. Alors, vous avez assurément d'autres défis, les prochains défis. Alors, c'est quoi justement les prochains défis qui vous attendent? Puis, est-ce que vous avez des scoops nécessairement sur lesquels vous pouvez nous parler, vous annoncer aujourd'hui? Bon, moi, c'est vrai que, bon, des scoops, c'est vrai que c'est marrant que vous me dites ça parce que c'est vrai que pour une grande partie de ma carrière, il y avait tous les journalistes et tous les médias qui disaient: mais c'est quoi? C'est vrai qu'il y a eu tellement de. L'Espagne, c'est un. Moi, j'essaie d'expliquer une chose. L'Espagne, c'est comme si on était rentré dans un très joli palais Mhm. ancien qui était fermé et que tout d'un coup, on a décidé d'ouvrir les portes et découvrir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Chaque chambre, chaque endroit qu'on ouvre et qu'on découvre, on trouve des bijoux qu'on n'a jamais voulu voir. Et vous non plus, vous n'avez pas voulu voir les bijoux de l'Espagne. Et alors, il faut, moi j'aime bien cette idée aujourd'hui qu'on a ces lunettes, qu'on a de la réalité virtuelle. Toujours, j'imagine le voyage que j'ai fait, que j'ouvrais des portes et je voyais des tableaux de Velázquez, que je voyais des meubles incroyables du XVIIe siècle, que je voyais des tapis, qui avaient des Mhm. tapisseries incroyables en Espagne. Et le vin, c'est exactement ça. On est en train d'ouvrir des portes et c'est vrai que moi, je pense que je ne vais pas trop continuer à ouvrir des portes parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de rentrer dans les différentes chambres et voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans et surtout de nettoyer et de montrer. Et c'est vrai que moi, le temps que j'ai devant moi, je vais essayer déjà d'aboutir, de finir des projets comme celui que j'ai fait à Matayan en Ribera del Duero. En Galice, on est en train de vraiment, on est très content en Galice. On refait un peu des outils pour faire les meilleurs vins. OK. Et on continue à travailler à Malaga, qu'on parlera peut-être après. Mais c'est vrai que non, il n'y a pas d'autres projets parce qu'on a trop de projets. On a trop de Ouais. projets, on est trop excités. Et comme je dis, moi, à part aider les autres, je pense que oui, j'ai envie de. Parce que vous savez, après 30 ans, c'est vrai que j'ai des projets qui ne sont pas encore tout à fait aboutis parce qu'on est. Moi, aussi un caractère que je suis jamais content de ce que je fais. Et je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et j'avoue que j'ai l'ambition de faire beaucoup mieux, c'est vrai. Et pour cela, il faut continuer à travailler au même endroit. C'est pas la peine d'aller. Mais je vous dis, moi aussi comme spectateur, et je suis beaucoup de jeunes vignerons dans le Bierzo, dans le Levante, dans les autres régions de Galice. Le Ribeiro, je trouve que c'est un endroit extraordinaire. J'aurais voulu faire quelque chose là-bas, peut-être, bon, je ne vais pas avoir le temps, mais c'est Ribeiro, c'est une région extraordinaire. Là, on a traversé la rivière à Santa Cruz et de l'autre côté de la rivière, Pibey, on est dans l'appellation Ribera Sacra. Alors là, on a planté des vignes très très belles de Ribera Sacra OK. et je pense que le Ribera Sacra aussi va faire des vins très, très jolis. Alors bon, voilà, tout est excitant en Espagne. Non, comme je disais, on a traversé la rivière Bibey pour récupérer des très vieilles vignes
qui était abandonné dans la Ribera Sacra, parce que c'est joli. Nous, dans les vins qu'on est en train de goûter maintenant, c'est des vins qui regardent vers l'autre côté de la rivière, et de l'autre côté de la rivière, il y a une autre appellation que c'est la Ribera Sacra, Ribeira Sacra, OK. et on est très excités de traverser et de récupérer ces vignes qui vont regarder nos vignes et qu'on va faire des vins différents et qu'en plus, ils vont s'appeler d'une manière différente, Ribera Sacra. C'est joli le nom. Ouais. La Ribera, c'est comme la vallée sacrée, non? C'est un projet. Et là, surtout, on a une parcelle qui regarde vers le nord, que je pense que je vais faire le Mont Raché de. Bon, je ne vais pas dire ça, le Mont Raché. Mais on va faire un très, très joli vin Des, de Ribera Sacra blanc. des Je très suis beaux très- projets. Vous me parlez quand on parlait de projets, ben justement, c'est finir vos projets locaux, de vraiment exploiter et terminer et, comment je pourrais dire, aller jusqu'au bout d'exploiter le magnifique terroir de la Galice et l'ensemble des parcelles que vous pouvez exploiter. Absolument. Absolument. Ben, ça nous amène justement au troisième et dernier vin de la dégustation, le Falcoera 2021. On a parlé un petit peu, mais justement, on peut en parler plus amplement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette cuvée? Bon, alors, Falcoiella, pour moi, c'est un vin déjà très. Ça m'émue beaucoup parce que moi, je suis tombé comme par hasard, mais c'était une région que j'avais visitée il y a 30 ans Mhm. et j'avais beaucoup aimé. Tout d'un coup, comme par hasard, je suis tombé sur cette vigne, la Falcoiera. Falcoiera, en fait, c'était même pas une vigne, c'était un lieu, c'était une, c'était un coteau qui avait été abandonné il y a très longtemps, mais que tout le monde parlait dans ce village parce que c'est au même village de Santa Cruz, qui parlait que c'était le grand lieu, le site le plus important du village. Et j'ai eu la chance de replanter de zéro. Il était abandonné. On a restauré 100 restanques. Il y a 100 restanques. On OK. a, on a restauré les murs en faisant très attention, sans ciment, ça a été la pierre sèche. Mhm. Et pour moi, c'était très joli parce que c'était commencé un projet que je savais que j'allais mettre 15-20 ans pour le faire, mais c'était très sérieux et c'était très intéressant parce que c'était le grand vignoble du village de Santa Cruz. Hein. Alors, Falcoiras, c'est un lieu-dit qu'on a trouvé dans des archives, quand on parlait de la Falcoiras, c'est les faucons, Ouais. ça devient depuis 1500. Et voilà. Et la chance de pouvoir récupérer et replanter ce vignoble, c'est qu'on a replanté un vignoble ancien. On a OK. coplanté. Alors, il n'y avait pas de Alicante, il n'y avait pas de cépage, et c'était très intéressant. Ce vin, il est beaucoup plus solaire, et je vais vous dire pourquoi ce vignoble était le grand vignoble du village. C'était parce que c'était un coteau orienté vers le sud. Et vous OK. savez, quand au XVIIe, au XVIe, au XVIIIe siècle, beaucoup de vins, même en Rioja, même à Bordeaux, même n'importe où en France, c'était des vins qu'on arrivait à peine à la maturité. Vous savez qu'aujourd'hui, vous m'avez parlé avant du changement climatique. On voyait, nous, en 1900, les vins d'Espagne, beaucoup des vins du nord de l'Espagne, Mhm. ils arrivaient à peine à 10 degrés potentiel d'alcool. OK. Alors, la Falgueira, c'était un vignoble vers le sud. Et alors, justement, c'était le vignoble qui allait mûrir bien. Oui, Nous, on oui, l'a oui. nous, on l'a replanté. On a fait une très belle vigne. On a fait une vigne extraordinaire. Et voilà. Et c'est vrai que je dis toujours, c'est le frère solaire du groupe, hein, parce on a Ascaborcas, on a Falgueira, on a Odiviso, et c'est un peu le frère solaire, le frère qui a beaucoup de lumière, qui a beaucoup de goût. C'est vrai que, bon, dans une parcelle assez, bon, pas grande, mais on a presque 2,7 hectares, on fait très peu de vin. Je pense que, je ne sais pas si cette année, combien on a fait. Je vais regarder là. 3 000 bouteilles. 3000. OK. Encore une 3 fois 000 de plus, bouteilles. des très petites productions. Oui, 3 000. Bon, pour moi, c'était. Mais c'est vrai que dans 2 hectares, et de faire 3 000 et quelques bouteilles, ça veut dire, on voit un peu la dureté
et l'exploit un peu de travailler ces vignes-là qui sont très, très compliquées à travailler, très, très à la main. En plus, c'est vrai que nous, on travaille tout en organique, alors c'est en temps de plus compliqué. Mais bon, c'est joli, je pense, chez vous, de comparer Ascaborcas, orienté vers le ouest-nord-ouest, et Falgueira, c'est un amphithéâtre très Oui, joli qui est orienté vers le nord, pardon, vers le sud, hein, OK. la lumière Ben, du sud. vous me faites penser justement pour nos participants qui vont justement procurer des vins, on le souhaite, suite à la dégustation. C'est quoi les potentiels de garde de nos deux vins rouges pour ce soir? Moi, je pense que, à vrai dire, moi, je pense que j'ai commencé Falqueira, je pense que Ascaborcas, on a commencé en 2010. Mhm. Et alors, j'ai une petite expérience parce que c'était des vins qu'avant, on les vieillissait pas parce que, comme je vous disais, les gens là-bas, c'était leur vin de consommation courante. Ouais. Et, mais c'est des vins que, vu la qualité des raisins, vu la qualité des vignes, je pense qu'ils vont être capables de vieillir très bien. C'est vrai qu'on vieillit de moins en moins les vins à la maison. Les gens, ils Mhm. n'ont pas de place. Même les restaurants, on trouve à peine des vieux millésimes. Et, mais je suis sûr, par la qualité des lieux, par la qualité du vignoble, que c'est des vins qui vont pouvoir vieillir. Mais bon, moi, je vous dis que 2021, les prochains 5-6 ans, ça va être très joli, ça va être super parce que c'est, comme je dis, un des caractères de ces vins, c'est la fraîcheur, c'est ce côté un peu frais, C'est sa ce côté, buvabilité, justement, et voilà, le fait qu'il s'agence très bien, justement, avec la gastronomie et puis, ouais. comme vous dites, avec son histoire de pouvoir justement le déguster immédiatement. Donc, si on veut, on peut justement le déguster immédiatement, mais si on désire aussi, on pourrait le coucher en cave pour quelques années et puis l'ouvrir dans quelques années et justement avoir beaucoup de plaisir à le déguster une fois de plus. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que tous les grands vignobles, tous les grands vins vieillissent bien. C'est comme les maisons, c'est comme les peintures, c'est comme tout. Les C'est belles comme vous. choses, c'est comme, voilà, c'est C'est comme, comme oui, vous. Vous avez dit que vous avez 62 ans. Vous avez, écoute, définitivement, ça marche très bien quand on vous appelle encore l'enfant terrible. Vous n'avez pas l'air du tout de 62 ans. Donc, oui, vous- bon, voilà. Vous allez- comme vous, vos vins vieillissent très bien. Bon, Excellent. bah, Ben écoutez, ça nous amène justement, merci beaucoup justement pour la description du dernier vin, mais on avait aussi, en plus des vins du coffret, il y a aussi d'autres vins qui sont disponibles sur SAQ.com. Il y a les cuvées El Transistor et le Molino Real. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux vins-là brièvement? oui, bah, ouais, j'aime bien que vous avez ça parce que le transistor, c'est une toute petite cuvée qu'on fait à peine 1000 caisses hein, pour tout le monde. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé à Rueda. C'était un de nos premiers vins qui s'appelait le Bassa, un vin qui nous a financé beaucoup de nos projets. C'était un vin simple mais très bon, avec très pur, très frais, imbattable. On était dans des grands restaurants qu'on Mhm. vin de la maison et on s'est beaucoup éclaté. Mais on a voulu faire une petite cuvée pour vraiment montrer qu'à Rueda aussi, on pouvait faire des très bons vins. C'est vrai que Rueda est devenu aussi une région on a beaucoup fait des vins, beaucoup de maisons industrielles sont allées. Et Oui. voilà, ça fait encore, encore en Espagne, un endroit que la qualité du vin a poussé les grands à faire beaucoup de quantités. Mais nous, on a voulu rester un peu euh, petit. Et Transcristo, ça a été pour nous on a remercié l'appellation qui nous a tellement aidés depuis les années 90. Et comme je dis, c'est une région qui nous a aidés à investir dans d'autres régions. Et on a voulu faire le Transistor, que c'était un peu notre hommage à la région. C'était trouver des très beaux verdejos et Mhm. travailler d'une manière différente, faire des vins de garde, faire des vins un peu gastronomiques, faire des vins purs et faire des vins encore à taille humaine. Et ça a été Mhm. un peu notre tribute, ça a été notre hommage à la région de Rueda. Et on est très fiers parce que c'est des vins qu'on s'éclate dans les Mhm. restaurants avec des dîners sophistiqués parce que c'est des vins qui sont
sont à la hauteur Et des bons repas qu'on peut faire en Espagne. Mm. excellent. Ben, Et merci le, beaucoup. Ouais. Et et le, maintenant pour le Molino Real, ouais. le Molino Real, encore, c'est un projet qui me tient encore, et c'est joli de terminer en parlant du Molino Real, parce que Molino Real, c'est un vin qu'on a commencé à faire dans les années 90, Mhm. quand on n'avait pas de moyens, on n'avait pas un sou, on n'avait pas trop d'énergie, mais on a voulu récupérer un des plus historiques vins d'Espagne. Et OK. le Malaga était le grand vin d'Espagne, et pas simplement l'Espagne, c'était les meilleurs vins doux au monde. Moi, j'ai dit toujours que le comte Monte Cristo ne buvait pas du Sauternes, buvait du Malaga. Et ça veut dire beaucoup de ce monde un peu de Malaga qui avait disparu. Récemment, j'ai proposé à Hugh Johnson, on a fait une verticale de Molino Real, et Hugh OK. Johnson, quand même, il a la culture il a fait l'atlas du vin du monde. Et lui, un jour, en parlant dans une interview, disait que le plus beau vin qu'il avait jamais goûté dans sa vie, c'était un mountain wine de Malaga, de Ah 1800, ben là, 1750. Alors, nous, comme des fous, parce qu'on est des fous, à part d'être un peu terrible, on est un peu fous, ouais. on est monté dans la montagne de Malaga et on a voulu récupérer un vin qu'il avait le mérite, que c'était un vin qu'on savait que ça allait être très compliqué à vendre. Parce que très peu de monde, il y a quelques éclairés qui boivent des vins doux, et on Mhm. savait que les vins doux ne sont pas très à la mode, mais nous, on ne fait pas des vins à la mode, on fait des vins qu'on sent, qu'on aime bien, on essaie Ouais. de donner aux bons dégustateurs des belles choses. Alors on a fait un vin extraordinaire, on a travaillé là depuis presque 30 ans, et on a donné vie un vin historique extraordinaire. On s'éclate quand on ouvre une bouteille. On n'a jamais gagné de l'argent, mais on s'en foutait. Et c'est aussi un message que nous, on ne fait pas les choses pour gagner de l'argent, on fait les choses parce qu'on aime. On aime Mhm. les choses qu'on fait. Aujourd'hui, nos importateurs nous demandent du rosé. Non, je ne fais pas du rosé, qui est très à la mode. Je fais des vins pas à la mode parce qu'on veut avoir une grande personnalité. On veut se battre pour les vrais amateurs. Et voilà, et même si c'est absurde, de faire un vin doux dans les montagnes de Malaga. Nous, on veut le faire parce que toujours on trouvera un fou, mais un fou extraordinaire, qui va vouloir s'éclater avec les fameux mountain wine de Malaga que personne, voilà, que personne connaît. Ben, Alors, justement, on parlait plutôt de curiosité et d'audace. Alors, nous, les Québécois, si on fait un tour dans la Costa del Sol et on va faire un tour à Malaga, est-ce qu'il y a moyen d'aller visiter justement Molino Real? Est-ce que c'est bien c'est quand sûr, même... Oui? C'est à écoutez, quelle nous, vous distance à peu savez que près? moi aussi, vous savez que comme on est un peu, voilà, on est un peu bizarre, nous, on fait pas des visites, mais Mhm. on aime bien recevoir des gens. On fait pas des visites parce qu'on n'est pas dans le monde du Ouais, tourisme, l'onotourisme, oui. mais on est très fiers. D'ailleurs, j'avais fait des choses avec SAQ. J'avais invité à venir à Madrid, je me rappelle, on avait fait des choses à Rioja. Moi, je suis très content de vous inviter, de venir, et surtout de venir à un endroit que personne ne visite parce que, bon, c'est pas possible. Oui, c'est très Mais original quand même. voilà, nous, on est gentils, voilà. On est gentils, mais on ne fait pas des visites, mais on invite nos amis. Alors, tout le monde est invité à venir le voir. Et toujours des, des caves qui sont très simples et très jolies Oui. et très, très authentiques parce que nous, on est des gens qui travaillent. On ne fait pas des choses pour le show, on fait des choses Mhm. Par pour la le vin. passion. Et voilà, c'est la passion du vin. Et toujours, Excellent. toujours on luttera pour ça. Ben, merci beaucoup. Justement, merci beaucoup pour cette description, puis justement nous donner l'eau à la bouche pour aller visiter le Molino Real, la région, mais aussi de déguster les vins doux. Alors, ben écoute, on est déjà rendu à la conclusion de l'événement. Ça a passé si vite la dernière heure. Donc, merci beaucoup pour ça. J'anime la dégustation, mais je suis aussi un participant comme les gens à la maison et j'ai beaucoup appris sur vous, mais aussi sur les vins. Donc, au nom des participants de l'SAQ et moi-même, nous tenons à vous remercier pour votre générosité. Grâce à votre passion, on a eu la chance de déguster des vins de très grande élégance. Ce fut à la fois un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, M. Telmo Rodriguez. Oui, c'est toujours un plaisir.
c'est vrai que j'aime beaucoup le Montréal, j'aime beaucoup le Québec parce que vous avez une grande culture européenne du vin et Mhm. nous, ça nous rend très bien dans ce monde et c'est un peu notre écosystème. Et voilà, toujours, j'adore quand on m'invite visiter le Québec. Alors, bon, j'étais cette année, comme je disais, j'étais quand? J'étais en Juin. mai en Juin, je juin. pense. Ouais. En juin, oui, oui. Et voilà, bah, toujours content on mange bien chez vous, les gens sont sympathiques. Alors, c'est aussi un joli endroit pour montrer nos vins et on est très fiers d'être là. Excellent. Bon, on est très heureux de vous accueillir à n'importe quel moment. Donc, merci beaucoup justement pour la dernière heure. Et à nos participants, ben, merci d'avoir été des nôtres. Les vins de notre invité feront assurément partie de vos célébrations des fêtes. Donc, profitez-en pour faire vos réserves. Finalement, pour consulter notre calendrier et être au courant de nos événements à venir, ben, rendez-vous sur SAQ.com sous l'onglet SAQ Inspire et consultez vos infolettes hebdomadaires. Aussi, ben, si vous avez apprécié cette dégustation-là, ben, merci de cliquer sur le bouton j'aime et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu. Et puis, ben, en terminant, allez sur notre page Facebook et Instagram et n'hésitez pas de partager votre expérience en ajoutant hashtag SAQ. Donc, merci beaucoup et à la prochaine dégustation.